C'est un régime qui a fait du mensonge un mode de gestion. C'est grave, moi c'est gênant. Et ce qui est formidable chez vous, c'est que, je le disais ici quand nous parlions, c'est que vous avez atteint un niveau où vous commencez à croire à votre propre mensonge, à vos propres mensonges. Ça devient dangereux. Vous risquez d'amener le pays dans le gouffre. Vous mentez tellement que vous croyez même, c'est-à-dire ils savent même plus quand ils disent la vérité et quand ils mentent. Du sommet jusqu'à la base, ils sont comme ça. La partie légitime, c'est nous. Les autres sont qualifiés des rebelles. Ah non plus. Sont qualifiés. Ils sont plus rebelles. Non, interlocuteurs. non, s'il vous plaît. Oh. S'il vous plaît. Honorable. Les autres sont qualifiés des rebelles. La déclaration de principe interdit des propos qui stigmatisent. Non, j'ai dit sont qualifiés par Doha des rebelles. Non, pas par Doha. C'est le gouvernement? Pas par Doha. C'est le gouvernement selon vous. Ça c'est vous sur le plateau. Non, c'est le gouvernement. C'est à l'AFC. Oui, AFC, c'est quel mouvement? Le document dit AFC. C'est un mouvement rebelle pour toi, pour vous ici sur le plateau. Non, je crois qu'ici, on va perdre du temps inutilement. Ce serait quoi la finalité de ce dialogue? Le partage de pouvoir. Je vais être direct avec lui. Partage de gâteau. D'abord, bon, parce que moi, je ne suis pas comme lui, comme eux. Ils ont l'habitude de mentir à la population. Ils ont menti et tout le temps rattrapé. Inévitablement, partage de pouvoir. Mais l'enjeu majeur, à notre avis, en tant que parti, Ensemble pour le public, c'est autour des élections. S'ils veulent le dialogue, donc ils doivent accepter aussi que nous sommes dans une situation sui generis, une situation d'agression, à l'instar de la situation que connaît l'Ukraine. Je vous informe que le président Zelensky est hors mandat depuis mai 2024. Donc ils doivent aussi accepter que nous sommes dans une situation similaire. Puisque eux, ils veulent le partage de gâteau, ils doivent aussi accepter que nous sommes dans une situation similaire avec l'Ukraine et qu'on ne peut pas parler élection 2028. Il faudrait d'abord régler de fond en comble la situation de la partie orientale. Vous répétez ce que votre collègue Paul Chilumbu a dit sur un autre... Non, écoutez, nous sommes dans une réflexion, puisqu'il y a un cas pareil en Ukraine. L'image d'une république qui nourrit ses sentinelles. Ce mercredi, au camp Tchachi, sur les hauteurs stratégiques du mont Galieman, un souffle d'espérance a balayé la grisaille du quotidien. Dès les premières lueurs du jour, une foule disciplinée et digne s'est formée, silencieuse et patiente. Militaires à l'uniforme d'honneur, épouses attentives, enfants au regard brillant d'espérance, tous unis par un mot devenu rare, soulagement. Et ce soulagement portait nom, le service national. Fidèle à la mission lui confiée depuis 2021 par le commandant suprême, cette institution républicaine est revenue ravitailler les cantines militaires avec un produit de première nécessité, la farine de maïs. 4 puissants camions remorques immobilisés, 4000 sacs à décharger, vendus à seulement 18 000 francs congolais, un prix inchangé depuis 4 ans. Face à un marché spéculatif qui oscille entre 70 et 80 000 francs congolais, cette opération est bien plus qu'un simple acte de solidarité. C'est une victoire silencieuse contre la précarité et la spéculation. Les bénéficiaires émus ont plutôt laissé parler leur cœur. Fachi wetu tetu wakabeka mwanga kulala njulu mitala le fachi umela la ngwende papa mérité. Assommé à combien? Assommé à 18 000 papa mais la wende dans 75 000. Merci. La tesi merci mingi na papa Fachi Beto papa merci na osali biso basi basoda. Ça que c'est mon dosso mon libanda ba 70 quelques mille. Mais à to sombi na 18 000 francs congolais à Pamba. Bien. Merci beaucoup papa. Zamba protéger yo abakiselo mikolo epele na sena moyi. Merci papa. Pilo na sepeli makasi doso makwa moins cher Fati Ber. À part Fati le tout soit azati. On a toujours la simane biso. La vente se déroule sous la supervision rigoureuse du lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, commandant du service national, venu personnellement veiller à la bonne exécution des opérations. Des instructions fermes ont été données par lui. Aucun sac ne doit retourner au dépôt.
Tchachi ce mercredi n'était pas seulement un cas militaire, c'était un signal fort, celui d'un État debout, organisé, soucieux de ses hommes et de leurs familles. Et la consigne est claire, tous les cas militaires de Kinshasa seront ravitaillés. Profitant de son passage, le général Kasongo Kabwika a visité également les travaux d'installation de la future minoterie du service national qui sera opérationnelle dans un mois. Avec une capacité de production de plus de 100 tonnes par jour, elle symbolise un pas de plus vers l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté nationale. Un symbole de progrès à montrer avec fierté. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon. Excellente semaine à tous et à chacun. Faut-il y voir un pas décisif vers la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC ou un simple répit diplomatique? Le week-end, les délégués de la RDC et ceux du M23 ont signé une déclaration de principe. Simple manifestation des volontés qui doit conduire à un début des pourparlers proprement dit. Les délégués ont, en tout cas, les deux parties ont maintenant plus que 8 jours pour mettre en application certains engagements pris dans cette déclaration des principes, notamment créer un climat de confiance, libérer des prisonniers, faciliter le retour volontaire, notamment des réfugiés et bien d'autres. On va en parler. Comment comprendre cette déclaration de principe? Comme on a dit, faut-il y voir le début de quelque chose de positif? Ici à Kinshasa depuis 48 heures, certains y voient en tout cas dans cet acte, ces documents, ils pensent qu'il est porteur d'espoir et pour d'autres, il reste source d'interrogation. On va politiquer ce matin, en ce début de semaine, avec
deux éminents co-débatteurs qui sont ici. À ma gauche, à votre droite, l'honorable Mike Mkebaye, l'honorable Francis Chibalabala, deux politiciens qui se connaissent bien, qui ont travaillé pendant les 5 dernières années à l'Assemblée provinciale. Messieurs, bonne semaine, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Comment allez-vous tous les deux? Très bien. Moi, je veux bien. Alors, on a une mauvaise nouvelle. Cette émission, nous la dédions à Jacques Mokaleng Makal, notre confrère de la RTNC qui nous a quittés ce matin. Une triste nouvelle, en tout cas, qui glace les enthousiasmes qu'on a acquis pendant ce week-end. Jacques Mokaleng était une plume, un journaliste de qualité. C'est un soldat qui est tombé. Nous lui dédions cette émission. Mike Mkebaye, journaliste. Vous aviez connu Jacques Mokaleng Makal? Je l'ai connu de loin. Ça a été une des icônes de l'époque avec Mosée Laurent Désiré Kabila. Ouais. Il aura marqué son époque. Je m'incline devant sa mémoire. C'est un grand qui nous quitte. Oui, Jacques Mokaleng était malade. Ses proches ont alerté pendant longtemps sur son état de santé. Il ne cessait de se dégrader. D'autres sources ont évoqué qu'il avait un souci en termes de moyens, abandonné par certains de ses proches. Honorable Francis Chibalabala, un mot pour cette icône de la presse qui nous a quittés au moment où l'on avait encore besoin de lui. Je crois que c'est une très grande perte pour ce paysage médiatique ou journalistique. Il a marqué son temps et je pense que tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous incliner devant sa mémoire. Vous regardez l'antenne, comment ça se passe à l'UDPS ou dans les UDPS, comment ça se passe chez vous? Je ne vous ai pas présenté. Vous êtes député national et élu de la Tchangou et cadre de l'UDPS. Laquelle finalement? Parce qu'il y en a tellement. Il y a une seule UDPS. UDPS Tshisekedi. Oui. Voilà. Il y a 2 branches en ce moment, 2 secrétariats généraux, 2 ailes, on va dire. Je ne pense pas. Il n'y a qu'une seule UDPS. UDPS Tshisekedi. Qui est géré par... Qui a une autorité de référence qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et point barre. Qui a 2 secrétaires généraux. C'est vous qui le dites. Bien. Tout se passe bien là-bas. Très bien. Honorable Mike Mkebaye, avez-vous finalement obtenu votre passeport? Je ne l'ai toujours pas obtenu. Une injustice de plus. Mon emprisonnement de 22 mois. Suite aux sorties. D'ailleurs, j'avais formulé la demande avant que je ne quitte la prison. J'ai été reçu à un certain niveau dans le service. Et il m'a été clairement dit que des instructions avaient été données pour qu'on ne m'octroie pas le passeport. Instructions données par qui? Pour quelle raison? On m'a dit des instructions. Je suppose que c'est de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est si ce n'est pas fait Tshisekedi, c'est Inzun Kakiak. Ils ont décidé, c'est cela. Et puis vous verrez fait Tshisekedi venir très sérieux devant le public. Mais chef d'État qu'il est, démocrate, je les suis. Voilà un citoyen. Pourquoi refuserait-on de vous donner votre passeport? Voilà un citoyen qui est privé de son passeport, mais tu es un chef de l'État qui se prévaut d'être démocrate. Et sous son règne, voilà, je suis privé de mon passeport. Privé de mon passeport. Simplement à la volonté des individus. Aucun texte légal ne permet à ce qu'on me prive mon passeport dans les conditions actuelles. Honorable Chibalabala, c'est quand même liberticide. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quand même liberticide qu'on prive à un citoyen de sa pièce d'identité. Dans un pays où nous n'avons pas des cartes de citoyens, on ne peut plus avoir non plus son passeport. Comment vous faites pour vous déplacer? Avez-vous comme pièce en ce moment? J'ai une carte d'électeur façon UDPS, illisible complètement. Passage, je félicite. Ça, vous avez réussi, l'exploit. Au 4e cycle, vous nous avez pondu une carte comme on n'avait jamais connu auparavant. J'ai une carte d'électeur presque illisible qu'on refuse dans les banques, partout. Là, je m'en contente. Qu'est-ce que tu veux? Honorable Chibalabala, vous avez la parole. Voilà. Personnellement, je ne saurais pas... au passage, j'ai même eu Jacquemin Chabani au téléphone sur cette question. Est-ce qu'il vous a dit? Il y a plusieurs mois, il m'a dit, je te reviens. Et depuis... Il est à Doha en ce moment. Voilà, je disais, je ne saurais ni infirmer ni confirmer les propos de l'honorable Mike, étant donné que je ne connais ni les tenants et aboutissants des champs dossiers. Et je pense qu'en tant que citoyen, il a
le droit d'avoir une pièce d'identité, il a le droit d'avoir son passeport. Et si effectivement, il avait formulé sa demande en bonne et due forme, et que c'est l'administration, naturellement, qui refuse... Quand on lui dit que des ordres auraient été donnés, des ordres qui viendraient de la hiérarchie pour qu'on ne lui donne pas son passeport? Je ne pense pas, parce que l'honorable Mike, en principe, ne nous glace pas les sangs, ne constitue pas une menace existentielle pour l'union sacrée. Donc je ne vois pas pourquoi on refuserait de lui attribuer ou de lui remettre son passeport. Certainement, il y a des problèmes au niveau de l'administration. Peut-être que la demande avait été soit mal orientée, soit mal formulée, et qu'il faudrait peut-être bonifier la procédure. Donc je ne saurais pas ici objectivement dire ce qui s'est passé, ce qui se passe réellement par rapport à sa situation. Comment ça se passe dans votre circonscription électorale? On va parler évidemment de l'actualité de ce début de semaine, mais d'abord, ce qu'on appelle ici les biscuits de l'émission, des faits sociaux qui intéressent notre population qui vit ça au quotidien. Voilà, il y a d'abord l'insécurité qui est galopante ces derniers temps, en Massina particulièrement, et même à Kimbanteke aussi, parce que la semaine passée, on a eu à ôter la vie à plusieurs personnes. Là, il faut le dire sincèrement. Et au-delà de ça, il y a aussi des démolitions qui sont observées ça et là. On a démoli les habitations le long de la voie ferrée, parce qu'il faut que le train reprenne. On a démoli aussi, là où on est en train de construire des routes. Il y a certes ceux qui avaient conçu anarchiquement. Ceux-là ne méritent peut-être pas aucune une certaine indemnisation compassion de la part de l'État, mais il y en a aussi qui sont victimes de démolitions alors qu'ils ont acquis leur parcelle en bonne et due forme. Chez moi, à Sonfil, par exemple, on est en train de construire la route, on a démoli des murs de clôture, on a démoli certaines habitations, et je pense qu'il faut naturellement qu'il y ait une indemnisation. C'est ça une république. Est-ce que l'État a pris langue avec les propriétaires sur la question? Il y a des pourparlers qui sont en cours, et je pense que l'État va essayer de régler ces problèmes, parce que ça crée quand même des frustrations, ce qui n'est pas normal. Nous sommes une république. Dans une république, ce sont les lois qui doivent nous guider, que ce soit l'État, que ce soit les particuliers. Et dans pareille situation, nonobstant le fait que l'État a les monopoles de la contrainte ou de la violence, mais cette contrainte ou la violence s'effectue en conformité avec les lois de la RDC. Merci bien. Honorable Mukeba, le regard que vous portez sur la vie à Kinshasa ces derniers jours? Bon. J'ai été un peu sidéré par le propos de l'honorable Ansiti Balabala. On parle de mes droits. Il va dans des considérations que je n'arrive pas à comprendre. Il parle de menaces. Mukeba, il ne constitue pas une menace. Je me demanderai pourquoi. Donc, il y a des individus qui sont là, qui, à votre avis, sont fichés menaçants. C'est là ce que vous dites aux Congolais. Moi, je ne constitue pas une menace. Vous vous demandez pourquoi on me priverait de passeport. Mais il y a d'autres individus ici au Congo, et c'est ça votre grille de lecture en politique. Donc, il y a des individus menaçants. Je ne sais pas, ça signifie quoi. J'aimerais bien comprendre c'est quoi un individu qui menace, qui constitue une menace. Nous sommes en démocratie, nous venons ici exposer chacun ses idées, chacun est engagé dans cette bataille pour le contrôle de l'opinion, dans la perspective des prochaines élections. Vous me parlez de menaces, je ne comprends pas. C'est quoi représenter une menace, ça signifie quoi? Parce que ceux qui... Non, en fait, je suis en train de réfléchir. Ceux qui représentent une menace sont à Goma. Ils sont à Goma, ils ont pris les armes, soyez sérieux. Vous n'avez pas pu les maîtriser. C'est la menace, une menace. Tu n'as pas dit que vous représentez une menace? Non, ils se demandent pourquoi on me priverait parce que je ne représente pas une menace. Alors, c'est que oui, c'est quoi cette compréhension? Parce qu'on est en démocratie. On ne peut pas aller dans des considérations du genre, elle représente une menace pour l'union sacrée. Ça ne doit pas exister dans la tête de gens sérieux. Ça ne peut exister que dans la tête de ceux qui usent de la violence pour s'imposer au pouvoir. À la limite, on peut représenter une menace contre l'État, pas pour contre l'union sacrée. Je ne sais pas si tu comprends. Je n'arrive pas à comprendre, ça c'est très compliqué. Bon, et puis, à l'entendre parler, j'aimerais prendre sa place, qu'il vienne ici. Ah oh, il est en train de m'aider. Formidable. Insécurité galopante. Tu dénonces toi aussi.
J'aurais... Ah, pardon. Non, Pardon. Vous aurez nous connaissons votre stratégie, elle ne passera pas. Cette stratégie de déresponsabilisation. Félix Tshisekedi vient et dit au Congolais, la justice est malade, et donc il est dédouané. Pourtant, il est au pouvoir depuis 6 ans et 7 ans. Tu ne peux pas, à ton niveau, d'élu des pèses, s'asseoir sur un plateau de télé et te contenter de dire insécurité galopante. Tu dois dire, nous sommes arrivés au pouvoir en 2019. Voici les statistiques. Et nous avons travaillé, regardez, nous avons fait... Vous n'allez pas lui dicter ce qu'il doit dire? Non, laisse-moi en parler. Voilà, nous avons fait reculer l'insécurité à ces niveaux. Et non constater les mal comme moi qui est de l'opposition. Et penser que ça suffit et tu vas t'élever, rentrer tranquillement chez toi. C'est de l'irresponsabilité. En fait, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes au pouvoir, que vous devez présenter aux Congolais. C'est que vous avez déjà réalisé. Mais en tant qu'élu, il a le droit. Il a le droit d'interpeller le gouvernement. Il l'interpelle, mais il fait partie de cette majorité. C'est une question cruciale à Kinshasa. L'insécurité. J'aurais aimé attendre de lui. Ils disent ce qu'ils ont réalisé depuis 7 ans. C'est cela. Ils peuvent se plaindre de l'insécurité galopante, mais qu'ils donnent aux Congolais les chiffres. Parce que demain, tu les verras le même dire, oui, le bilan, il est positif. Là, maintenant, il se plaint. Et je ne sais par quelle alchimie, en 2028, sur la même question d'insécurité, pour des besoins de propagande, il te dira que le bilan est positif. Bon, pour le reste, quand tu me parles de Kinshasa, Kinshasa est une ville complètement détruite. Il n'y a pas de route. Chaque fois que je le rencontre, je lui demande... Il y a des travaux en cours en ce moment dans plusieurs... Attendez, on ne construit pas une ville, un pays comme ça. Vous arrivez en responsabilité, vous laissez les infrastructures se détériorer et après vous commencez à reconstruire. Non. La première chose quand on est en responsabilité, c'est d'entretenir. Parce que le développement est un processus cumulatif. 2 millions, des dizaines de millions de dollars ont été dépensés, ils ont dépensé. Les mandats passés dans un programme appelé Kinshasa Zéro Tour. En principe, ça ne devait pas être un programme. C'est l'entretien, c'est la routine. C'est quelque chose qui doit se faire chaque jour. Vous en avez fait un programme et vous avez échoué. Donc là, les millions qui sont décaissés aujourd'hui nous font reculer. Ces millions auraient dû être affectés à autre chose si les routes avaient été entretenues. Je ne sais par quelle voie il est sorti pour venir. Chaque fois que je le vois, j'aime bien les taquiner, pour lui demander qu'il me dise le parcours qu'il a emprunté. Et moi, je lui dis à chaque étape, il y a tel trou. Mais il ne le dira pas. Hein, je vais commencer, moi, à dire, oui, tu as un peu, oui, ici, il y avait un trou. Là, tu es tombé dans un trou. Dans son propre quartier, là, pour sortir, il y en a un béant comme ça. Et il ne te dira pas par quel parcours ça, il refusera. On reconnaît qu'il y a tout de même des travaux qui sont en cours. Sur certains endroits. Ces travaux démontrent les reculs. Vous ne pouvez pas, au second mandat, être là à réhabiliter les routes. Merci. Et quand on te dit les travaux, cite-moi, excuse-moi, je sais que tu ne le feras pas, tu es journaliste, ces questions sont à toi de réponse à moi. En fait, j'ai réfléchi à te voir. On me cite, lui peut me citer, un seul tronçon de 2 km en réhabilitation. C'est 200 mètres ici, 300 mètres là-bas, ça prend 12 mois pour chaque tronçon. 200 mètres, c'est 200 mètres. C'est des bouts de route comme ça qui sont réhabilités. Et jamais tu verras une longue route. Et quand tu vas par exemple à la route Kimwenza, c'est une route cruciale pour toutes ces populations-là. C'est la seule qui entre pas là-bas. Même avec un 4x4, tu ne passes pas par la route de Kimwenza. Et ça, c'est leur bilan. Merci bien. Et dans l'entretemps, je termine par là, ça a beaucoup impacté l'économie, notamment les petites et moyennes entreprises. Beaucoup de Congolais ici dans le centre-ville ont fermé leur commerce, parce que les gens n'accèdent plus au centre-ville. Les chiffres d'affaires ont été complètement réduit. Tu vendais $1000 le jour, tu te retrouves à vendre $80. Tu es obligé d'envoyer le personnel en congé et puis un jour de fermer. Ça, voilà la triste réalité que les Congolais connaissent dans la ville de Kinshasa. C'est ce qui arrive sur certains tronçons à la Gombe, là où on a barricadé, là où la circulation a été coupée en ces moments sur certains tronçons. Il y a des travaux en cours d'exécution. Honorable Francis Tchibalabala, un commentaire et puis on va entrer dans le vif de notre thématique principale. L'honorable principale. Mike ne représente pas une menace pour l'Union sacrée, moi encore pour la RDC, c'est par rapport naturellement à ce qu'il représente en tant que politique, ni sa formation politique. Il est issu ou il est membre d'un parti politique qui n'a pas un ancrage national, un parti politique qui n'a pas une offre programmatique
qui puisse mettre en difficulté justement la vision du président de la République. Je suis un peu dans un raisonnement, faisons le parallèle entre les précédents régimes dictatoriaux qu'on a connus en RDC et ces régimes procédaient naturellement au musellement de l'opposition, au bâillonnement de l'opposition, et l'opposant ou les opposants subissaient justement le représailles de la part de ces régimes. Vous comprenez? Et son président avait été interdit de rentrer au pays. Vous comprenez? Donc, il est en exil en ce moment. Non, je pense qu'il n'est pas ici. Ici, il ne fait pas l'objet des poursuites par rapport aux faits. Je pense que l'exil, c'était pour lui permettre tout simplement de mieux peaufiner justement les plans qu'ils avaient pour faire un coup de force. Parce qu'ils sont ensemble, AFC, M23, PPRD, etc. Donc ils sont ensemble. Ce sont deux affidés du président Kagame. Vous constaterez que tous sont en train de reprendre le narratif rwandais. Ils sont en train de prolonger la rhétorique rwandaise chaque fois qu'il est question d'intervenir sur la situation qui sévit dans la partie orientale. Donc je disais que notre régime n'est pas en train de poursuivre les opposants, on n'est pas en train de museler l'opposition. Et malheureusement, il y en a un qui n'a pas sa pièce d'identité, qui n'a pas son passeport. Justement, c'est ce que j'ai dit. Et d'autres sont en exil en ce moment. Il ne représente pas une menace. Je peux lui ajouter des éléments. Franck il Lyongo, ne peut pas. Jean-Claude Wemba et d'autres, des journalistes. Jamais on a eu d'exilés comme on les a maintenant. Non, je vous ai dit ici, il y a eu un plan qui a été fomenté pour faire un coup de force. Et pour que ces plans marchent comme sur des roulettes, il fallait que ceux qui étaient justement à la manœuvre se retrouvent en dehors du pays. Non, pour Katumbi, on a vu le blocus qu'il y avait autour. On a vu le blocus qu'il y avait autour de la ferme de Moulondé. Par la justice. Ouais. Bon, par rapport à, il a relevé le fait que les routes qui sont en train d'être construites ou réhabilitées sont de maximum 2 km. Je pense que c'est pas 200 vrai. mètres. 200 mètres, c'est pas vrai. Je vous cite seulement, chez moi à Tchangou, par exemple, la route Sekomaf. C'est long de 15 km. Je parle de Cette route. route. Non, s'il vous plaît. Je parlais de route en réhabilitation. Vous la laissez terminer. Non, mais la route Sekomaf a été réhabilitée long de 15 km. Ouais. C'est à Tchangou. Ouais. Vous comprenez? Et lorsque vous voyez les routes qui sont en train d'être réhabilitées à Kinshasa, ce n'est pas forcément ça. Il y a des tronçons, certes, qui ont une longueur, par exemple, de 300-500 km, ce qui est naturel. 300 mais il y en a mètres. aussi qui vont au-delà. Merci bien. Chez moi, par exemple, à Matankoumou, c'est près de 2 km. Donc, il ne va pas me dire que voilà, le gouvernement. Je pense que ça, c'est pas. Alors, l'impression que ça donne, c'est qu'on fait du rafistolage sur des bouts de route. Mais on doit commencer notre thématique. J'aimerais dire des choses. En une minute, parce qu'on doit vraiment avancer. Je ne connais pas très bien la réalité de la route Sekomaf, mais j'aimerais qu'ils me disent les travaux vont prendre combien de temps. Parce non, que, les travaux s'il te plaît, sont déjà arrivés à leur terme. 15 km. Attendez, mais je veux savoir quand est-ce qu'ils ont commencé. C'est lors du premier mandat du président. président. Oui, c'est cela le problème. Donc ça fait 3 ans. Vérifiez. Donc oui, tu vois déjà que ça fait 3 ans. Tu vois, ça fait 3 ans, c'est ça. 15 km en 3 ans, c'est cela, votre capacité de faire avancer les infrastructures. Ça, c'est de 1. De 2, en ce qui concerne mes droits, je reviens pour démontrer ici que vous êtes un régime dictatorial. Je reviens. Je suis désolé d'insister sur le cas de Moukébaï. Je me sens mal à l'aise de parler de moi-même, mais je suis bien content de le faire. J'ai été arrêté un dimanche à 18h30, alors que j'étais député avec toi à l'Assemblée. Je jouissais des immunités. Mais j'ai été pris, pas arrêté, par des individus non contrôlement identifiés. J'étais devant chez moi, dimanche. Et ça encore, tu peux les justifier? Pris, embarqué de force dans un véhicule, tabassé, cagoulé. Ça, tu peux les justifier, les traumatismes que j'ai vécu. Toi, tu pouvais tenir devant ce traumatisme-là quand tu dis que je ne représente pas une menace. Je crois que toi, à 1 degré de ce que j'ai vécu, tu aurais craqué. Tu comprends? Alors, vous ne pouvez pas soumettre des Congolais à de tels traitements chez eux et venir en costume cravate et dire sur un plateau régime dictatorial de Kabila. Ce que j'ai vécu est pire. En tout cas, en ce qui me concerne personnellement. Je ne vais pas entrer dans les statistiques pour comparer ici et là-bas qui a tué le plus. Parce que c'est ça votre force. Vous êtes tout le temps dans votre rétroviseur à comparer ce que vous faites à Kabila au lieu de vous projeter par rapport aux aspirations des Congolais. Merci bien. Voilà. On espère que celles et ceux qui nous regardent passent un excellent moment de télé ici à Politicon où nous vous offrons des débats incisifs sur des thématiques importantes. Honorable Tchibalabala, vous aurez le bal pour ces tours de parole. On avait dit qu'on ne va pas dialoguer avec les
que même s'ils arrivaient devant la porte du mont Galliéman, on ne dialoguera pas avec eux. Comme on avait dit, le seul endroit où l'on rencontrerait Paul Kagame, ce serait au paradis. En effet. De nos jours, les paroles ne s'envolent plus, y compris les écrits. Les choses sont allées vite. On va verser ça dans le dynamisme de la politique. Non seulement qu'on a trouvé un accord avec le Rwanda à Washington, on est en discussion directe avec le M23, ce que le groupe de Goma demandait depuis toujours. Hier, enfin avant-hier, on a franchi un cap important en signant une manifestation de volonté qui pourrait guider ou qui fixe les bases des prochaines discussions. Vous avez la parole. On s'est beaucoup contredit, mais pour le salut de la nation, on est obligé de s'aligner. Vous savez, le président de la République est resté droit dans ses bottes par rapport à sa position. Je pense que pour mieux comprendre la position actuelle du gouvernement de Kinshasa, du gouvernement de notre gouvernement, il faudrait rembobiner tous les propos du président. Il a commencé par dire qu'il ne va pas négocier avec les pantins. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Il doit négocier avec Kagame. Parce que nous avons estimé, les présidents avaient estimé que les tireurs de ficelles, c'est Kagame et que l'AFC 123 constitue justement les bras armés de Kagame pour lui permettre de mettre à exécution ses velléités expansionnistes et des prédations sur nos richesses. Et il a évolué encore. Il ne peut pas négocier avec l'AFC 123, il faut d'abord avec le président Kagame. C'est ce qui a donné lieu naturellement aux deux processus de Nairobi et processus de Luanda. Processus de Nairobi, le président Tshisekedi devait négocier avec tous les groupes armés qui écument la partie orientale, dont notamment l'AFC 123. Et le processus de Luanda, c'était le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Et lorsqu'il était question de signer justement l'accord entre nous et le Rwanda, Kagame a fui. Il n'a pas voulu engager sa responsabilité parce que... Il ne s'était pas rendu à Luanda. Parce que depuis toujours, il s'est dérobé justement de ses responsabilités par rapport au massacre, par rapport aux tueries qui s'observent dans la partie orientale de notre pays. Donc il ne voulait pas signer pour ne pas engager sa responsabilité si jamais demain la justice internationale s'y mêlait. Et ce que nous avons obtenu aujourd'hui, c'est que les présidents a non seulement obtenu l'engagement du président Kagame, parce que nous avions estimé que c'est lui qui est le tireur de ficelle, c'est lui qui a créé justement cette nébuleuse, qui a décimé la population dans cette partie orientale. Et là, il vous souviendra qu'aux États-Unis, il y a eu un accord qui a été signé entre nous et le Rwanda. Maintenant, étant donné qu'il y a un autre processus qui nous impartissait l'obligation de négocier avec les groupes armés, notamment AFC 123, c'est Doha maintenant qui s'est invité. Une diplomatie à la navette, comme on dit. Et Doha s'est proposé pour rabibosser justement le gouvernement de ces mouvements M23 AFC. Et nous avons accepté parce que déjà, tout s'est fait selon l'esprit et la lettre de la résolution des Nations Unies qui avait mis ensemble les deux processus. Donc nous sommes en train naturellement de nous acquitter de nos obligations en tant qu'État membre des Nations Unies. On ne s'est pas dédié. Voilà, on ne s'est pas dédié. C'est la question que je pose. Justement, nous ne sommes pas dédiés. Nous ne sommes pas dédiés pourquoi? Parce que nous avions conditionné les pourparlers entre nous et l'AFC 123 à la participation directe dans le pourparler entre nous et Paul Kagame. N'avons-nous pas obtenu cela? Nous l'avons obtenu. On a commencé d'abord par signer avec Kagame, parce que c'est lui en principe, comme je vous ai dit précédemment, c'est lui qui est le metteur en scène, c'est lui qui est les troupes rwandaises sont sur notre sol, vous comprenez? Et après avoir signé avec lui, nous avons maintenant entamé notre ronde de négociations avec l'AFC 123. C'est ce qui est en train de se faire. Donc c'est dans l'esprit, lorsque vous lisez même les préambules de l'accord de paix qui a été signé entre nous et le Rwanda, lorsque vous lisez l'accord de principe qui a été signé, dans les préambules, on fait toujours allusion à la résolution des Nations Unies, on fait allusion aux instruments internationaux, etc. Donc,
il n'y a pas eu une imposition qui nous aurait fait changer d'avis, mais nous sommes restés dans la droite ligne. La parole vous reviendra. De la procédure. La parole vous reviendra parce exigée. qu'on va décortiquer évidemment cette déclaration des principes. Honorable Moukébaye, le pouvoir est resté tout droit dans ses bottes, dans sa ligne qui n'a pas changé, qui n'a pas bougé. Qui a fini par produire aujourd'hui des résultats. Ça, c'était un discours. Les faits sur le terrain. Vous avez 4 minutes comme lui. Les faits sur le terrain se présentent autrement. Il y a eu la chute de Goma et de Bukavu qui a inversé le rapport de force. Les Tshisekedi n'étaient pas disposés à négocier ni avec Kigali, ni moins avec l'AFCM 23. Et vous le savez très bien qu'ils étaient engagés dans un processus de changement de constitution. Ils ont arrêté net. On n'a pas arrêté. S'il te plaît, je remarque que les affiches, banderoles et puis quoi d'autre, panneaux qui étaient ici flottés dans la ville ici ont été retirés. Je ne sais qui a donné l'ordre. Il faut avoir l'amabilité de me dire qui a demandé à ce qu'on retire tous ces supports-là de publicité. J'ai remarqué qu'un matin, ils ont arrêté net. Il y a eu un rapport de force. Tant que la rébellion se cantonnait à Rutshuru, ils pensaient que tout leur était permis. Ça a changé la dynamique et ils ont donc été obligés de négocier. Et tu remarqueras qu'ils se disent tout le temps, tout autant qu'ils s'étaient flattés de la résolution des Nations Unies, qui d'ailleurs est bénéfique pour la RDC en demandant le retrait des troupes rwandaises, mais eux sur le terrain n'ont pas pu créer un rapport de force pour imposer cette résolution. Et le Rwanda a été diplomatiquement plus fort que leur parti. C'est pourquoi ils parlent de rhétorique, des narratifs que nous relayons. Pourquoi dites-vous que le Rwanda a été diplomatiquement fort? Mais je te parle d'une résolution qui n'a pas été mise en œuvre sur terrain. Parce que le Rwanda s'y est opposé. Et je vais plus loin quand il dit que ce ne sont pas dédits. Mais plus loin, regarde l'accord qui est signé. C'est un accord qui met la partie congolaise en difficulté. Notamment la question de FDLR. On impose à la RDC de s'occuper, de se charger de la neutralisation de FDLR, alors que cette partie de la République est aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23. Une grande partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. Est-ce qu'il peut expliquer comment ils s'y prendront pour accéder à ces zones et neutraliser FDLR? Et regardez là où ils L'accord avec le M23 pourrait baliser la voie à la neutralisation. Ça, tu es dans les hypothèses. On n'y est pas encore. Tu supposes. Nous parlons du concret de ce qui a été conclu. Et regardez là où le Rwanda était même plus fort encore. Ils ont concédé notre victoire au Rwanda. On parle de lever des mesures défensives. Là où il était plutôt indiqué d'obtenir clairement qu'il soit mentionné les retraits des troupes rwandaises. Lever des mesures défensives. Un concept flou, mais en même temps un concept qui est lié avec la neutralisation. Donc il faudra que nous avancions dans la neutralisation pour que le Rwanda, à son tour, se mette à se retirer. Est-ce que ça va se faire simultanément? Quelle est la partie qui commence et quelle est l'autre partie qui s'engage après? On ne sait pas, tout ça est flou. Et le pire dans tout ça, c'est l'aspect intégration économique dans cet accord. Sa ministre des Affaires étrangères a été incapable Notre ministre des Affaires étrangères de nous fournir des explications là-dessus. Tout autant que le numéro 1 du pays. Incapable. Pendant que Trump s'est gargarisé que les États-Unis avaient obtenu 2 droits dans les mines congolaises, ici, il n'y a pas eu de réponse. Personne ne nous a donné aucune explication jusqu'à ce jour. La seule réponse que nous avons, c'est l'aspect intégration économique qui nous demande de co-gérer certains de nos biens, jusqu'à nos parcs. Les parcs, par exemple, de Virunga, il est transfrontalier, il va jusqu'au Rwanda. Au Rwanda, il est appelé parc de volcans. Je peux comprendre, parce que les gorilles de montagne, une espèce réservée, une espèce protégée qui est menacée d'extinction, cette espèce peut passer d'une frontière à une autre. Mais nos 9 autres parcs, parce que nous avons 10 au total, qu'est-ce qu'il y en a à voir dans une intégration économique avec le Rwanda? Nos mines, dans cette intégration économique. 4 minutes Donc, épuisées. on nous a amené un bradage alors qu'il était question de nous limiter à un accord de paix. Bien. Alors, la parole vous revient, honorable Tchibalaba, sur la signature de cette déclaration de principe. Il y a eu déjà un communiqué conjoint signé entre la RDC et le M23, je crois au mois d'avril, qui revenait notamment sur la cessation des hostilités, un cessez-le-feu, qui n'a jamais été appliqué. Toute la semaine passée, les 2 parties se sont
accusés mutuellement de renforcer leur position. Dans la déclaration finale, enfin, la déclaration de principe, on dit qu'il faut cesser les hostilités, il ne faut pas provoquer les gens, il faut créer des mesures de confiance. Je voudrais savoir d'abord le regard que vous portez sur ces documents avant de pénétrer dans son fond. Voilà. Vous savez, c'est une deuxième victoire du peuple congolais. L'accord de principe qui a été signé. La première victoire, c'était le président Tshisekedi voulait impliquer Kagame dans tout ce qui se passe dans la partie orientale et nous l'avions obtenu. Et la deuxième victoire, pourquoi? Parce que lorsque vous lisez l'accord de paix qui a été signé entre nous et le Rwanda, il y a deux principes sacro-saints qui ont été réaffirmés. Les principes de la souveraineté de la RDC et le principe de l'intégrité territoriale de la RDC. Tous savons que le président Kagame était animé de velléités expansionnistes et de prédations sur nos richesses. Il voulait naturellement récupérer la partie orientale de notre pays. Il était en train de faire même bas sur nos minerais. Tous les savons. Et cet accord vient sonner les glaces, justement, de ces pratiques qui étaient contre les intérêts de la RDC. C'était la première victoire face au Rwanda. La deuxième victoire, c'est lorsque, dans l'accord, on met en exergue la restauration de l'autorité de l'État. Il vous souviendra qu'il y a eu des bruits qui ont couru le couloir, faisant état des conditions maximalistes de la part de l'AFC M23 qui voulait gérer provisoirement la part. S'il vous plaît. C'est faux. S'il vous plaît. C'est des rumeurs qui ont été démenties. Ce n'est pas une information. Oui. Non, j'ai dit que ça courait le couloir. On ne va pas discuter sur des rumeurs. S'il vous plaît. Vous les laissez terminer, vous aurez la parole. Je pense qu'il voulait contrôler cette partie pendant certaines années. Bon, au-delà de ça, moi personnellement, je n'ai pas donné du crédit à ça parce que ça n'a pas été une information officielle. Oui. Mais lorsque nous déchiffrons justement les intentions du président Kagame, qui était de nature à contrôler cette zone, je pense qu'il y a quand même de quoi à accorder du crédit à ces rumeurs. Alors en quoi la signature de la déclaration de principe est une seconde victoire. Et lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État, ça veut dire que l'accord de principe n'a pas cautionné justement cette balkanisation qui ne dit pas son nom, qui s'observe actuellement. Parce que lorsque vous voyez dans notre temps, chaque parti garde ses positions. S'il vous plaît, lorsque vous voyez une nébuleuse contrôler une portion du territoire de la RDC, ouais. Elle impose son administration, sa police, son armée, etc. Il y a même des décisions qui sont prises comme s'il s'agissait d'un État par entière, alors que ça fait partie de la RDC. Moi, personnellement, je trouve que cette résolution vient mettre en difficulté ces plans funestes de Rwandais contre la RDC. Donc, la restauration de l'autorité de l'État, on reconnaît un seul État, on reconnaît un seul président. Ça veut dire tout ce qu'il y a comme nébuleuse, tout ce qu'il y a comme insécurité, tout ce qu'il y a comme mouvement militaire, et groupe militaire, etc., ne doivent plus exister. C'est ce que ça veut dire. Comme la même déclaration dit, chaque parti garde ses positions. Non, écoutez, nous sommes en train de négocier. En attendant, vous parlez proprement. Là, c'est une déclaration des principes. Oui. Une déclaration des principes vient fixer les lignes maîtresses. Oui. Et naturellement, comme on dit, les diables se logent dans le détail. C'est là qu'on saura qu'est-ce qui sera dit réellement dans l'accord. Mais les contenus de l'accord doivent être en conformité avec les lignes maîtresses qui sont contenues dans la déclaration des principes. Parce qu'il y a eu des bruits, des couloirs qui ont couru tous les week-ends, qu'on peut dire que la déclaration de principe imposait au M23 de quitter les zones qu'il occupe en ce moment. C'est une déclaration du porte-parole. Oui, justement. Non, mais écoutez, écoutez. Des propos vite démentis par la rébellion. Ici, nous devons être scientifiques. Lorsqu'on parle d'un État, un État est constitué de 3 éléments essentiels. Ouais. Il y a les territoires, il y a la population, il y a la souveraineté.
la souveraineté interne. Ça veut dire que l'État est à mesure de dicter de loi sur son territoire et à mesure de gérer sa population. Dans le cas sous examen, est-ce l'État est à mesure de contrôler ou de gérer ou de dicter de loi dans le parti qui sont passés à l'ennemi? Je réponds tout de suite non. Mais lorsque l'accord de principe fait allusion à la restauration de l'autorité de l'État, ça veut dire tout ce que nous connaissons comme situation doit cesser d'exister. L'État doit avoir toute la souveraineté qui est la sienne. C'est cela, au fait, c'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi les ministres avaient anticipé en disant qu'ils doivent se retirer, etc. Donc c'est dans l'ordre de choses. Lorsque l'accord définitif sera signé, et l'accord, comme je l'ai dit précédemment, va naturellement reprendre les termes, certains termes qui sont contenus dans l'accord. Vous avez épuisé vos 5 minutes, honorable Mokeba. Est-ce que vous comprenez sa rhétorique? Là où il parle de victoire, en fait, il s'agit des évidences qui n'ont jamais été remises en cause. Ces discours de balkanisation est une justification des échecs à l'interne, l'incapacité à construire l'État. Il n'y a pas que la menace rwandaise, en Ituri, les régimes incapables de restaurer l'ordre. Dans le Bandundu, Mobondo, des amateurs, un groupe déstructuré, inorganisé, déstabilise une bonne partie de la République depuis plus de 3 ans. L'Angola, nous sommes en litige avec l'Angola au littoral sur notre pétrole. L'Angola nous pompe notre pétrole. Les estimations de la Banque mondiale situent à 80 milliards de dollars les pertes subies par la RDC depuis des décennies. Cette question, Félix Tshisekedi est incapable de la mettre sur la place publique. Je suis sûr que même chez vous, à l'UDPS, vous n'en débattez pas, parce que tout le monde a peur du puissant voisin angolais. Si on le bouscule trop, il risque de se fâcher contre nous. Voilà la triste réalité. On ne parlait pas des évidences pour en faire des victoires. Il était normal que le monde revienne. Et le monde a toujours insisté sur l'intégrité territoriale. Personne n'avait concédé là-dessus. Ce n'est pas la menace du Rwanda qui a une superficie d'à peine 26 000 km qui constituait l'élément qui allait amener à la fragmentation du Congo. Arrêtez de faire peur. Vous créez de peur aux Congolais pour justifier cet échec-là. Même dans la ville ici, tu as parlé d'insécurité galopante. Vous avez 25 millions de dollars à offrir en véhicule à titre gracié aux députés nationaux, mais la police loge dans des conteneurs ici. C'est cela, l'État n'existe pas. Construisons l'État. Est-ce que tu peux me dire quels sont les progrès que vous avez accomplis dans la consolidation de l'État? Revenons à la déclaration de principe. Il dit des principes fondamentaux ont été. Alors c'est comme ça que plutôt que de parler maintenant du contenu de l'accord, vous dites le Rwanda voulait faire main basse, nous l'en avons empêché. Mais vous l'en empêchez pour signer un accord où il y a intégration économique sans trop comprendre c'est quoi les intérêts de la République démocratique du Congo. Les vrais problèmes, vous les éludez. Alors, vous parlez de cette question de la deuxième victoire, selon lui, ce qu'on reconnaît. Attendez. La restauration. Kinshasa ne représente pas à ces jours l'État dans sa plénitude. Une partie du territoire national est occupée et il y a un pouvoir de fait. Et ce pouvoir de fait a été reconnu comme interlocuteur face à Kinshasa. Donc quand vous êtes devant l'M23, vous n'êtes pas l'État dans sa plénitude. Vous êtes une partie de l'État. Et lui aussi une partie de l'État dans les faits. C'est ce qui fait que vous discutez avec lui. Sinon, vous ne discutez pas. C'est un interlocuteur. Vous signez avec lui des documents qui ont valeur d'opposabilité à toute la République. Donc c'est un interlocuteur autant que l'État parti Kinshasa. Ça, vous ne pas intégrer ça dans votre analyse. On parle, et d'abord, je ne sais pas pourquoi vous êtes si pressé. Ici, il ne s'agit que de la déclaration de principe. Si c'est vrai que les troupes du M23 devront se retirer, ça sera dit noir sur blanc dans l'accord. Attendez, dans l'accord, le démentir. Vous mentez pourquoi? Parce que depuis le début, vous avez fait croire à votre opinion, dans sa naïveté, que l'accord de Washington a mené le retrait des troupes et du Rwanda. Et ça n'a pas été fait. Vous devez continuer à entretenir ces mensonges pour ne pas disperser vos propres partisans. C'est justement ça l'objectif. Mais que dit la déclaration de principe? La déclaration de principe dit « Les partis conviennent que le rétablissement intégral
donc ça dit, parce que je ne sais pas lire, ils ont écrit, il y a du texte dessus, on parle de la restauration de l'ensemble du territoire. Tu vois, on est même vague. On ne précise pas qu'il s'agit des parties contrôlées, c'est ce qui est dit par l'M23, de l'ensemble. Et on aura à avoir de précisions dans les négociations qui viennent. Mais vous, pour le besoin, la déclaration de principe et on vous connaît, a fixé. En fait, vous êtes dans votre logique. La logique qui a fait qu'un jour, vous avez dit que les troupes de l'ASC débarqueront à Bunagana, ça n'a pas été fait. Et puis après, vous êtes passé à la SADC avec mandat offensif. Vous avez encore menti. Et puis, deal minerai contre sécurité, vous en amenez à la place un bradage de nos minéraux et de nos parcs. Et là, vous vous accrochez encore à un autre mensonge. Il faut continuer. Mais maintenant, il y a des préalables, monsieur. Il y a des préalables. Donc, en fait, dans la déclaration, il a dit... Il y a des choses qui doivent être faites dans les 10 jours. Attendez, il n'y a pas grand-chose. Ce qui doit être fait, c'est plus les mesures de confiance. Mais les causes profondes de la crise vont être débattues dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, à partir de demain. Donc, attendons simplement. Mais ça, ce n'est qu'une déclaration de principe. Et elle parle de restauration sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. Et ça, vous ne le dites pas assez. Attendons. À la limite, prenons rendez-vous avec lui. Quand l'accord sera signé, revenons ici devant le public pour brandir l'accord et montrer là où il est question. Moi, je serais bien fier que ces troupes-là partent. Ah si, je n'ai aucun intérêt avec ces troupes-là. Mais arrêtez de mentir. Si ce n'est pas dit, si vous ne l'avez pas obtenu dans les textes, ne revenez pas ici pour mentir aux Congolais. C'est un régime qui a fait du mensonge un mode de gestion. C'est grave, moi c'est gênant. Et ce qui est formidable chez vous, c'est que, je le disais ici quand nous parlions, c'est que vous avez atteint un niveau où vous commencez à croire à votre propre mensonge, à vos propres mensonges. Ça devient dangereux. Vous risquez d'amener le pays dans le gouffre. Vous mentez tellement que vous croyez, c'est-à-dire ils ne savent même plus quand ils disent la vérité, quand ils mentent. Du sommet jusqu'à la base, ils sont comme ça. Ils croient en leur propre mensonge. Ce n'est pas dit dans les textes et ce n'est pas loin la signature de l'accord. Arrêtez de mentir les Congolais. Attendons la signature de l'accord. Alors, les délais sont coincés. On est à 10 jours, enfin 8 jours. Il faudrait que les partis se retrouvent, entament des pourparlers directs. Entre-temps, il faut libérer des prisonniers. Après la signature du communiqué conjoint, il a été convenu de libérer, notamment de prendre des mesures de décrispation. Quelques prisonniers présentés comme membres du M23 avaient été libérés, ce que le groupe rebelle avait rejeté, estimant que les personnes libérées ne faisaient pas partie de son groupe. Mais au-delà de ça, on demande également aux deux parties de faciliter le retour volontaire des réfugiés. Ils ont fait sûrement à d'autres. Et au pays, il y a de plus en plus des voix qui s'élèvent pour dire qu'après l'accord de Doha, il faudrait qu'un dialogue politique inclusif se tienne ici pour parfaire complètement ce processus. Honorable, vous avez la parole. Francis Chibalabala, vous avez 5 minutes et la parole reviendra à l'honorable Moukébaï. Merci Jean-Pierre. Personnellement, je suis perdu lorsque j'ai suivi l'honorable Moukébaï. Vous savez, nous sommes, au-delà du fait qu'on soit politique, nous sommes intellectuels. Il a le droit, lui, ou l'opposition inféodée à Kigali, a le droit, naturellement, de prédire des choses qui ne sont pas encore arrivées. Lorsqu'il parle du bradage de nos minerais, alors que l'accord sur le minerai entre nous et les États-Unis n'a pas encore été signé, ce sont des devins. Ils savent déjà les attendus de cet accord. Mais lorsqu'il s'agit justement... Là, il a parlé de l'accord signé avec le Rwanda, notamment sur la cogestion. Il n'y a pas eu un accord sur le minerai. Des parcs nationaux. Il n'y a pas eu un accord sur le minerai. Ici, il parle de bradage de nos minerais. De l'accord de paix. Ouais. Voilà. Mais il a parlé de bradage de nos minerais. Oui, dans sa dimension. Dans sa dimension intégration économique. Il a parlé de bradage de nos minerais. Alors que l'accord sur le minerai, proprement dit, entre nous et les États-Unis, n'a pas encore été signé. Mais il nous interdit, nous, de réfléchir par extension. S'agissant de l'accord de principe, je vous ai démontré ici, lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État,
il est sans ignorer que la partie gouvernementale, c'est nous, au fait. La partie légitime, c'est nous. Les autres sont qualifiés des rebelles. Ah, non plus. Sont qualifiés... Ils sont plus rebelles. Non, Interlocuteurs. non, s'il vous plaît. Oh. S'il vous plaît. Honorable. Les autres sont qualifiés des rebelles. La déclaration de principe interdit des Des propos qui stigmatisent. Non, j'ai dit sont qualifiés par Doha des rebelles. Non, pas par Doha. C'est le gouvernement? Pas par C'est Doha. le gouvernement selon vous. Ça, c'est vous sur le plateau. Non, c'est le gouvernement. C'est à l'AFC. Oui, AFC, Le c'est document dit AFC. C'est un mouvement rebelle pour toi, pour vous ici sur le plateau. Non, je crois qu'ici, on va perdre du temps inutilement. Il y a la partie gouvernementale et la partie rebelle qui sont à Doha. Lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État, on fait allusion au gouvernement constitutionnellement investi, au régime constitutionnellement investi. Ce que reconnaît la déclaration de principe. S'agissant du régime, c'est le régime Tshisekedi, naturellement, qui est constitutionnellement investi. Donc, la restauration de l'autorité de l'État, ça veut tout simplement dire que les partis qui sont en proie aux violences, à l'agression, au massacre, aux tueries, doivent rentrer dans les jurons du gouvernement reconnu. L'État doit avoir la possibilité de gérer ces zones, de commander, de dicter. Vous comprenez? C'est ça, au fait, la restauration. Et par extension, nous sommes en train de dire que ces nébuleuses vont partir. La procédure sera établie certainement dans l'accord de principe. Comment ces gens vont quitter, mais dans l'accord définitif, mais dans l'accord de principe, il est clairement dit qu'il y aura restauration de l'autorité de l'État. Voilà. S'agissant maintenant de l'accord proprement dit, je vous ai dit ici, l'accord proprement dit ne peut pas trancher avec l'accord de principe. Lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État, les dispositions de l'accord définitif ne peuvent pas entrer en contradiction. Par exemple, si par exemple l'AFC 123 exige la gestion momentanée de zones occupées, ça contredit automatiquement l'accord de principe parce qu'il soutient la restauration de l'autorité de l'État. Donc, tout ce qui sera dit, moi je vous ai dit lors de l'émission passée ici, que tous les accords qui sont signés, qui sont signés et qui seront signés demain, laissons ou laisseront aux conditions de la RDC, aux conditions des Congolais, aux conditions du président Tshisekedi. Est-ce qu'on est en position de dicter nos conditions à nous et les faire valider par les autres? Vous savez, heureusement pour moi, tout ce qui est en train d'être fait, nonobstant le fait de grandes villes sous contrôle. Le fait avec l'élection de Trump, il y a eu ce qu'on appelle la bascule du monde. Les droits internationaux est un peu remis au placard. C'est plus le rapport de force, etc. Oui. Mais là où j'ai aimé, c'est que Trump, malgré qu'il est facilitateur, il s'en tient aux instruments juridiques nationaux de la RDC comme internationaux. C'est ça le plus important. Donc, lorsque vous constaterez que tous les accords qui sont signés laissent aux conditions de la RDC. Conditions de la RDC, pourquoi? Parce que les lois de la RDC et les lois internationales prévoient justement ces procédures, prévoient ces conditions-là. Avec quelques concessions, bien évidemment. Naturellement, nous sommes... il s'agit de pourparlers. Chacun va venir avec des conditions maximalistes. Après, chacun devra arrondir les angles pour essayer de trouver un compromis. Parce que nous avons besoin de la paix, mais pas à n'importe quel prix. Voilà pourquoi le président Tshisekedi avait dit que les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Donc ici, nous avons, je vous ai dit, il y a 2 victoires. Lorsqu'on parle de la souveraineté de la RDC, il y a ce qu'on appelle la souveraineté interne et externe. S'agissant de la souveraineté externe, aucun État ne peut nous dicter ce que nous devons faire. Aucun État. Donc, partenariat économique, etc. avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est vrai, nous sommes en situation de belligérance avec eux. Mais ça ne veut pas dire que demain, on ne sera pas bons amis. La France et l'Allemagne aujourd'hui, ils sont bras dessus, bras dessous. Ils ont été très hostiles à une certaine période. Vous comprenez? Donc il y a des choses qui évoluent parce que nous sommes dans une dynamique diplomatique
Il y a des choses qui évoluent. Vous avez la parole, parce qu'on doit revenir maintenant pour Raymond sur le dialogue interne. Martin Fayoulou en parlait encore ce matin, Délice Sanga aussi, Obeminaku dans un communiqué l'a dit. Vous avez la parole. Tout va se faire aux conditions, dit-il, de la RDC. L'édile minerai contre sécurité a été rangé au placard à Washington. Parce que Trump a dit que les États-Unis ont obtenu des droits du minier sur la RDC dans le cadre de l'accord de paix. Donc, arrêtez encore une fois de mentir aux Congolais. L'intégration économique dont je parle, elle est là. C'est le point 6. Il est prévu, les textes le disent. Les partis qu'on vient de lancer dans le 3 mois, je ne veux pas lire tous les textes, il est là. Et plus loin, il est dit que dans les cadres de cette structure qui sera mise en place entre les Rwandais et nous, cadre d'intégration économique régionale, dans ces cadres-là, on dit les partis lancent ou élargissent la coopération sur des priorités communes, telles que la gestion des parcs. Nos parcs deviennent une gestion commune. Comment? C'est dit ici. C'est un accord cadre qui prévoit la mise en place d'une structure. Mais c'est ça le bradage. Et nous n'en savons rien. Nous voulons comprendre le contenu de cette... Nous demandons à être informés. Rien d'autre. Je ne sais pas pourquoi ça vous offusque autant. Dites-nous c'est quoi. Que Félix Tshisekedi dise aux Congolais qu'est-ce qu'il y a derrière cette intégration. C'est aussi simple que ça. Et puis bon, je suis très à l'aise. Lui, depuis que nous sommes là, il a tendance à croire que sa pensée à lui, c'est ce qui s'est fait à Doha. Et c'est cela votre problème. Et vous induisez comme ça vos partisans en horreur. Ce qui se passe à Doha est ceci. Déclaration, laisse-moi lire ça, c'est pas long. Déclaration de principe entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et les représentants de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, entre parenthèses, AFC, M23, parenthèse, les partis. Vous êtes situés. Justement. Attendez, monsieur, vous avez pris le temps de parler. Vous êtes situés sur un même pied d'égalité. Non, pas du tout. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Nous sommes nommés gouvernement. Pardon. La parenthèse dit les partis. Justement, c'est ça le parti, pardon. Donc, à Doha, le gouvernement du Congo, dans la partie qu'il contrôle, est considéré comme une partie. Autant que l'FC M23, une partie. Et plus loin, à chaque fois qu'on parle de l'un et de l'autre, donc du gouvernement de Kinshasa, du gouvernement de la République démocratique du Congo, tout comme de l'AFC, tous les deux sont désignés partout comme les partis. C'est ça, les statuts qu'il porte là-bas. Donc tout ce que lui dit, c'est ce que lui invente ici. Là, à Doha, ils sont partis. Le deux, au même titre, interlocuteurs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Arrêtez. Quand il dit que tout se fera aux conditions de la RDC en fonction... Non, moi je ne suis pas... Moi, je en tenant compte de nos lois... Non, attendez. Moi, je ne peux pas suivre ça quand il dit en tenant compte de loi. Ce qui est arrivé là est tout un cas, est un cas de force majeure. Ça nous a été imposé par la guerre. Les lois prévoient que quand un groupe d'individus peut prendre des armes et puis le gouvernement va aller négocier avec ce groupe-là. C'est un cas de force majeure. Ça nous a été imposé. Il parle de quelle loi de la République? En principe, la loi de la République, elle dispose quoi? Quand quelqu'un prend des armes. Vous avez qualifié des gens, vous avez qualifié des rébellions. Ici, sur le plateau, ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le permettre. Mais là-bas, à Doha, ils ne sont pas rébellions. Alors, les rebelles, on en fait quoi selon les lois de la République? On discute avec eux? C'est quelle loi? Vous savez quelle loi? Est-ce qu'on est en et les rebelles se sont opposés pour obtenir un dialogue. C'est un cas de force majeure imposé. Est-ce qu'on est en position d'imposer notre Non, ça, je suis très gêné qu'ils le disent. Nous suivons le processus depuis le début. J'ai ici évoqué des difficultés que nous risquons de reconnaître parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, par exemple, sur la question de la neutralisation des FDLR. Ce n'est pas en notre faveur. Quand il dit que c'est aux conditions de la République, quelles sont les conditions de la République? Les conditions de la République auraient été le retrait immédiat des troupes rwandaises. Mais maintenant, nous n'avons pas obtenu ça. Arrêtez de mentir. Enfin, on n'en a plus que 8 maintenant pour les débuts. Je te dis ceci. Faut-il y croire? Je te dis ceci. Il n'y a pas à quoi, on n'est pas quoi. Il en sortirait un compromis. Et Kinshasa et Kigali sont tous des États presque vassaux sous l'emprise de Donald Trump. Il va imposer un compromis.
Okay? J'ai beaucoup aimé, c'est là que ces gars-là, j'ai du respect pour lui, Zelensky, Vladimir, qui pourtant a bénéficié d'assez d'aide américaine, mais vous avez vu comment il a résisté à la pression de Donald Trump lors de l'entretien public à la Maison-Blanche. Ça, c'est un homme. Okay? Il y aura un compromis, ça ne dépend plus de nous. On nous l'impose, ces compromis-là. Okay? Donc, dans les 10 jours, je ne sais, 15 jours, selon que ça prendra le temps, il y aura un compromis, les Américains nous l'imposeront. Doha a changé de dimension depuis que l'accord de Washington a été signé. Ce n'est plus l'affaire des Qataris seuls, et maintenant les Américains sont là et ils mettent la pression. Je crois que Boulos a fait le déplacement. Doha, pour le dernier jour, où il y a eu conclusion de la déclaration de principe. Et puis il y avait eu toutes les médiations africaines qui sont engagées dans ces processus qui étaient là. Il y a une pression grandissante, forte sur les deux parties, il y aura un compromis. Surtout qu'ils sont obligés de présenter ces compromis-là pour que, donc ça c'est la triste réalité, c'est ce rapport de force qu'ils nous ont posé, pour que Trump reçoive les deux chefs d'État. Donc on va y arriver. Lui sur le plateau vous dira des choses, quand vous allez le recevoir dans un mois, il reviendra plus sur ces choses-là. La réalité est qu'il y aura un compromis. Avant lui, j'ai discuté avec 2 autres personnalités de l'UDPS. Je ne vais pas les citer. Il y en a un qui m'avait dit, à Doha, nous n'y allons et rien n'en sortira. Voilà une déclaration de principe. Il y en a un autre, je vais quand même les citer. Parce que le premier, c'était sur ce plateau. Oscar Moudiaye, qu'est-ce qu'il avait dit? Il n'en sortira rien. Il y a une déclaration. Et puis il y a un deuxième ami, Simakoutan. Il m'a dit sur un autre plateau de télé que nous y allons seulement pour écouter. Il y a une déclaration de principe. Donc, nous parviendrons à un compromis. Et ce compromis, je vais anticiper, quand tu me donneras mon temps d'antenne, c'est vrai, je vais approfondir la question. Ce compromis, puisqu'il sera question de l'implication de deux partis, Kinshasa et l'AFC M23, et de l'appliquer, s'il se limite à la signature de ces deux partis, ça sera difficile. C'est ce qui implique les dialogues nationaux pour accorder au compromis de Doha le plus large consensus politique justement, le dialogue possible. National, Voilà. Donc nous sommes vers cette voie-là. Et lui, vous allez voir, il va raconter beaucoup de choses. Il va aller dans des dénégations, dans ceci. Mais simplement, j'ai dit, dans 1 mois, dans 2 mois, quand tout ça sera mis en œuvre, vous l'appelez, vous m'appelez, nous nous posons la question, est-ce que ce que Moukeba avait dit n'est pas en train de se matérialiser? Vous avez dit, hors antenne, je ne sais pas si vous allez maintenir vos propos, que vous ne souhaitez pas qu'il y ait un dialogue politique. Tout le monde est unanime en ce moment qu'après Washington, Doha, il faudrait qu'il y ait un dialogue à l'interne pour parfaire complètement le processus de paix. Vous avez la parole, honorable Francis Tubalabala. Voilà, je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce que les déclarations de l'honorable Mike, lorsqu'il fait allusion au parc, il parle de bradage, etc. Ouais. Mais lors de l'entame de l'émission, il a reconnu qu'il y a de gorilles qui traversent. Un seul parc sur 10. S'il vous plaît, vous aviez reconnu qu'il y a des gorilles. Vous les laissez dans un parc. Qu'il y a des gorilles dans qui un traversent. Parc, oui, un parc. D'où, justement, il faut une gestion collégiale. Le document maintenant parle des parcs nationaux. S'il vous plaît, parce qu'il y a des réalités que lui ne maîtrise peut-être pas. Lesquelles? Vous pouvez le présenter? Voilà. Quand vous parlez, le fait pour lui de reconnaître qu'il y a des gorilles qui traversent au Rwanda, etc., ça nécessite absolument qu'il y ait un certain partenariat entre nous et le Rwanda. Donc ce n'est pas ça bradage. Vous savez, il faudrait d'abord ici circonscrire les faits pour remettre une réflexion qui soit plus ou moins cohérente. Tous savons que Paul Kagame, c'est lui qui est le metteur en scène. C'est lui qui est en train d'organiser, c'est lui qui est à la base de tout ce qui se passe dans la partie orientale depuis plus de 30 ans. Tous savons. Et quelles sont ses motivations? Ce sont des motivations de prédation, des minerais. Des motivations expansionnistes sur la partie orientale de la RDC. Tous les savons. Partant de cela, l'AFC, Ensemble, PPRD, etc., qui sont des affidés de Kagame, vous constaterez que tous ont abondé dans ce sens. Ils ont voulu dédouaner Kagame pour dénaturer les faits, montrer à l'opinion que c'est un conflit congolo-congolais, alors qu'en réalité, ce n'est pas un conflit congolo-congolais. Nous sommes dans un cas typique d'agression. S'agissant du dialogue, et si le président Tshisekedi a accepté de négocier avec l'AFC M23 parce que c'était le prétexte, la Libye au fait, du président Kagame. Il disait que ce sont des Congolais, c'est un problème congolo-congolais.
une réalité qu'on refusait de reconnaître, étant donné que nous avions toutes les données entre nos mains. Alors après Doha, il faut l'élargir à l'ensemble de la classe S'agissant de politique. FDLR, il a dit que nous avons reconnu les FDLR, etc. Non, c'est justement le prétexte qu'utilisait Kagame pour nous agresser, pour se retrouver sur notre sol. Messieurs, qui est dupe pour accepter justement Parce qu'on doit avancer. ces âneries? Il a dit tout ça doit aboutir par un dialogue national ici. Voilà, maintenant, les médiateurs doivent recueillir les revendications d'un côté et les revendications de l'autre côté pour essayer justement de trouver une solution médiane. D'où la présence de FDLR dans l'accord, d'où le fait que nous sommes en train de négocier avec la FC123. Et de notre côté aussi, les revendications ont été prises en compte. Il s'agit justement de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans des négociations. Nous n'avons pas perdu, nous avons gagné. Je vous ai démontré précédemment. S'agissant du dialogue interne, vous savez, nous sommes une république. Moi, personnellement, je n'ai jamais approuvé l'idée de négocier. Il y a un dialogue politique. Le président de la République, en tant que le premier d'entre nous, a toujours une main tendue vers l'opposition depuis son premier mandat. Le président a toujours besoin de recueillir justement les observations des opposants. Moi, je l'ai toujours dit, vous êtes une équipe de football, ceux qui sont sur le terrain ne voient pas forcément le faille dans différents compartiments. C'est généralement ceux qui sont sur le banc des touches. C'est justement ceux qui sont au stade qui voient que voilà, la défense est en train de balbutier, voilà, l'attaque ne marche pas, etc. Et pour bonifier l'action gouvernementale, le président a toujours été ouvert à tous les compatriotes. Il a dit en octobre dernier, apporte sa contribution. quand Martin Fayulu sollicitait le dialogue, il a dit que les conditions n'étaient pas... Mais je m'inscris en faux lorsque les motivations sont du partage de gâteaux, partage des responsabilités. Nous savons comment les dialogues débouchent dans notre pays. Nous savons comment ça se termine. Ils vont vous dire, voilà, confiez-nous tel ministère, confiez-nous la défense, l'intérieur, etc. Nous devons nous répartir les responsabilités. Et où se trouve l'intérêt de la population? Vous vous opposez donc à toute initiative qui va donc, je suis dans le contre sens de rassembler des Congolais. Qui ira dans le sens de partager le pouvoir. Nous sommes une république. Nous avons élu un président. C'est un triomphe d'ailleurs, l'élection présidentielle passée. Il a été élu pour un mandat de 5 ans. Sur le plan calendaire, c'est 5 ans. Donc, s'il y a des problèmes de gouvernance, affinez justement votre offre programmatique que vous allez présenter à la population en 2028. Et non chercher des raccourcis pour se retrouver à la mangeoire. Et ça sera aux dépens des Congolais. On a accepté de dialoguer avec le Rwanda, dialoguer avec ceux qu'on qualifiait encore jusqu'il y a peu des pantins, mais pas de dialogue avec la classe politique. Non, ils doivent, s'ils veulent le dialogue, donc ils doivent accepter aussi que nous sommes dans une situation sui generis, une situation d'agression, à l'instar de la situation que connaît l'Ukraine. Je vous informe que le président Zelensky est hors mandat depuis mai 2024. Donc, ils doivent aussi accepter que nous sommes dans une situation similaire. Puisque eux, ils veulent le partage de gâteaux, ils doivent aussi accepter que nous sommes dans une situation similaire avec l'Ukraine et qu'on ne peut pas parler élection 2028. Il faudrait d'abord régler de fond en comble la situation de la partie orientale. Vous répétez ce que votre collègue Paul Chilumbu a dit sur un autre... Non, écoutez, nous sommes dans une réflexion. Puisqu'il y a un cas pareil en Ukraine, c'est une vieille démocratie. C'est parmi les démocraties européennes. Donc, il n'y a pas eu élection depuis 2024. Parce qu'ils sont agressés. Vous savez, au-delà du fait qu'il y a signature des accords, mais il faudrait qu'il y ait les services après-vente. Il faudrait que l'État prenne des dispositions, lorsque son autorité sera restaurée, prendre des dispositions pour protéger les frontières de la RDC. Protéger l'intégrité territoriale avec, naturellement, notre armée. Il faut l'équiper, il faut former. Tout ça, ça demande du temps. Parce que l'accord prévoit... Bref, pour vous, si en cas de dialogue, il faut oublier les élections en 2028. Tenir compte de ces 2 ou 3 ans. Puisqu'ils veulent, ils exigent à corps et à cri les dialogues pour se retrouver au gouvernement. Merci bien. Mais je trouve que ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable. S'ils nous reprochent un problème, s'ils nous reprochent notre gouvernance, qu'ils attendent 2028, c'est pas loin. Honorable Moukébaye. Je ne sais pas pourquoi
vous irritez quand le pauvre opposant que je suis, quand les Congolais vous demandent simplement de donner le contenu de l'intégration économique. C'est tout ce qu'on vous demande. Le contenu. Vous évoquez l'exemple que moi j'ai mis en avant ici. Mais c'est justement cet exemple qui montre qu'il y a bradage. Donc on peut faire une concession en ce qui concerne les parcs de Virunga, puisqu'il est transfrontalier. Mais les 9 autres parcs, en quoi sont-ils impliqués dans une cogestion avec le Rwanda? Ils ne sont pas transfrontaliers. On peut comprendre que celui-là est transfrontalier et les gorilles transhument. Il y a transhumance, ils vont, ils reviennent. On peut mais les 9 autres. Et encore, quand même, s'agissant du parc de Virunga, c'est à nous de prendre l'initiative, de nous asseoir avec le Rwanda. Et non d'aller conclure une sorte d'accord économique à Washington, alors que nous étions allés là-bas pour un accord de paix. C'est cela les bras. On vous demande sincèrement. Quand Trump dit « nous avons obtenu », dites-nous comment ils ont obtenu ces droits miniers. Nous voulons des explications. Vous êtes des démocrates, c'est comme ça que vous vous présentez, non? Donnez des explications aux Congolais. En contrepartie de quoi? Et comment ça va se faire? Les États-Unis prétendent avoir obtenu des droits miniers chez nous. C'est cela la question. Donc, les cas de Virunga, c'est justement ça qui montre qu'il y a bradage. Et puis vous êtes allé, il est allé dans... Il dit cas typiques d'agression. On commence à atterrir. Il parle des cas typiques d'agression. Si nous avons accepté... Non. Il ne faut plus parler des si. Aujourd'hui, ils ont reconnu que la crise s'est située à 2 niveaux. Bilatéral avec le Rwanda et ils ont négocié avec le Rwanda. Et puis plus tard, ils ont engagé aujourd'hui des négociations avec les M23. Il n'y a plus à venir dire si nous l'avons... Non, vous l'avez fait, on a constaté. Donc, la crise a 2 dimensions. Et la seconde dimension, celle qui implique les M23, elle est congolo-congolaise. C'est comme ça qu'elle est présentée par la communauté internationale. Et là, ils discutent avec les partis, une partie qui est partie congolaise, comme le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais il s'est fait que le compromis auquel il parviendra un jour, demain, dans 10 jours, ne pourra pas être mis en œuvre s'il n'obtient pas un large consensus politique, ce qui demande l'implication de la classe politique. Je comprends son souci. Il refuse ce dialogue qui va dans le sens... Non, je comprends. Je le lui concède, mais ça ne dépend pas de lui. Son avis à lui est en déphasage avec la réalité. Il y a un rapport de force qui a été créé, qui a amené son gouvernement à négocier avec l'M23, AFC. Et il s'est fait que les deux s'y parviennent à un compromis, ça sera difficile de le mettre en œuvre parce que les autres, l'ensemble des forces vives, ne se sentiront pas impliqués. D'où cette obligation. Ça peut ne pas te plaire, je comprends. Je comprends qu'il s'est dit, bon, finalement, nous voudrons avoir notre gâteau entier. Tant mieux. Mais nous nous retrouverons ici dans un dialogue. Et je vous poserai la question, comment maintenant vous vous sentez? Ça ne dépend pas de vous. Je parle de mon point de vue. Oui, j'ai dit, je vous poserai la question à vous. Pour vous, le dialogue est irréversible. Ce n'est pas pour moi. Il est irréversible. Ce n'est pas la vie, c'est une réalité. C'est comme quand nous leur demandions depuis, on dit, allez-y, négocier. Et ici, ils faisaient le gros dos, ils ont fini par négocier. Ils veulent justifier, moi je ne suis pas là-dessus. Nous avons évolué, ils négocient. Demain, ils ouvriront, et j'ai même appris, j'ai vérifié par mon collaborateur, je n'ai pas suivi le journal parler de Top Congo ce matin. Top Congo a annoncé, selon ce qui m'a été rapporté, avant que je ne monte sur ce plateau, Top Congo a annoncé que les chefs d'État seraient prêts à signer l'ordonnance de convocation du dialogue à la fin de cette semaine. Je cite Top Congo. Donc, je comprends son... Ce serait quoi la finalité de ce dialogue? Le partage de pouvoir. Je vais être direct avec lui. Partage de gâteau. D'abord, puisque moi je ne suis pas comme lui, comme eux, ils ont l'habitude de mentir la population. Ils ont menti et tout le temps rattrapé. Inévitablement, partage de pouvoir. Mais l'enjeu majeur, à notre avis, en tant que parti, Ensemble pour le public, c'est autour des élections. On voudrait avoir des élections transparentes en 2018. Et ces enjeux tournent autour de quelles institutions, autour de quelles instances? On aura l'antenne, vous avez 1 minute chacun. Non, attendez. Ça tourne autour de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Longtemps, nous avons décidé que ces institutions-là étaient aux ordres du pouvoir en place. Et nous pensons que le dialogue tel qu'il se profile là va nous permettre, avec l'expérience des 4 cycles électoraux que la République démocratique du Congo a organisés, de pouvoir réformer
la CENI et la Cour constitutionnelle de sorte à assurer à ces deux institutions une indépendance totale. Voilà l'enjeu. En fait, je peux le rassurer, nous participerons au partage de pouvoir s'il y a, mais ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est d'avoir des élections transparentes en 2020. Merci bien. Pas des élections où on va retrouver les machines tchétchi balabala. Je parle de vous, mais ce n'est pas vous. Vous, on n'a pas retrouvé de machine chez vous. Pas des élections de cette sorte-là. Et vous vous en félicitez sur un plateau. Des élections qui ont duré une semaine. On était arrivé à être surpris. Vous êtes dans les réseaux sociaux et puis, on vote encore à Bolobo 5 jours après. Merci bien. Ah, on vote encore à Boudjala. On n'en veut pas. Honorable Moukébaï, merci bien. On a fini, ça a été un plaisir. Je vous accorde la parole. Vous avez 1 minute chacun, messieurs, pour votre mot de la fin, du moins pour cette émission. Ça a été en tout cas un plaisir d'avoir avec vous cet échange républicain. On commence par vous et on va terminer par vous. Je crois que j'ai mis mon point de vue par rapport au dialogue. Ce n'est pas la position du président, moins encore de l'Union sacrée. Ce que j'ai dénoncé, c'est que on ne doit pas, naturellement, nous enfermer dans un cercle vicieux où chaque fois qu'il y a élection, il doit y avoir dialogue, etc. C'est comme ça qu'il y a glissement, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. S'il y a un problème de gouvernance, l'opposition doit affûter ses armes en 2028. Doit nous offrir, nous proposer quelque chose d'alléchant, naturellement, pour qu'elle puisse bénéficier du suffrage de la population. S'agissant de ce qui se passe à Doha, je pense que c'est une deuxième victoire pour le peuple congolais. Je demanderai aux Congolais qui ont un patriotisme vrai de continuer à s'aligner non seulement sur la rhétorique ou sur les narratifs officiels par rapport à la situation de l'Est, mais aussi à accompagner le chef de l'État par rapport à ces derniers rondes qui, naturellement, va sonner l'éclat de massacres, de tueries. Et nous allons non seulement bénéficier de métaux rares qui se trouvent dans la partie orientale, mais aussi et surtout, nous allons offrir la paix à notre population qui va vaquer librement à ses occupations. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc, les présidents avaient lancé un patch line depuis toujours, et les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Et je pense qu'il est sur cette dynamique, c'est ce qui est en train d'être fait, et il mérite non seulement accompagnement de son peuple, mais aussi le félicitation pour justement ce challenge qui a été remporté haut la main. Merci bien, honorable Francis Tchibalabala, élu UDPS de la Tchangou à Kinshasa. Honorable Mike Moukébaï, vous avez la parole aussi, vous avez 1 minute. Nous n'avons jamais sollicité les dialogues, nous n'avons jamais cherché les dialogues, nous avons participé à des élections que vous avez vues, auxquelles vous avez assisté. Et ces dialogues en perspective est le résultat de la malgouvernance de l'UDPS et ses alliés. Il est imposé, il est devenu presque irréversible. Et donc, nous en faisons une opportunité pour pouvoir réqualifier le processus électoral. C'est en cela qu'il est positif, ces dialogues pour nous. Réqualifier le processus électoral, notamment réformer la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous appelons les partis qui seront impliqués dans ce dialogue à y venir avec cette préoccupation en tête. Les partages, oui, il le sera pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, mais le processus électoral, c'est l'enjeu majeur. Si nous n'avons pas des institutions légitimes, nous reviendrons. Est-ce qu'on va tenir compte du temps qu'on a passé avec à combattre le M23 Je n'ai pas à émettre un avis là-dessus. C'est des questions qui seront discutées au dialogue. Merci à vous. Parce que nous pensons qu'ensemble, autour d'une table, nous parviendrons à un compromis pour le bien du Congo et des Congolais. Et pour le bien du Congo, vous vous êtes réveillés ce matin, messieurs, pour venir ici, chez nous, et mettre le fond de vos pensées sur l'actualité. Merci en tout cas. Notre équipe, nous vous disons merci. L'honorable Francis Tchibalabala. Ça a été un débat républicain. Merci aussi au public. Merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On espère bien que vous avez passé un excellent moment de télé. Regardez cette émission avec délectation. Continuez à vous abonner comme vous le faites déjà si bien. On se retrouve ce soir pour un autre numéro sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Excellent début de semaine.